Nous allons parler à partir d'Antoine, Antoine qui était mon grand-père et qui avait épousé une femme exceptionnelle, Marie, qui était belle, intelligente, très intéressée sur le plan social, bref, toutes les qualités. Elle va d'ailleurs aider son mari à développer des affaires. Elle s'occupe de l'orphelinat qui avait été construit sur l'emplacement de l'ancienne chapelle et de l'achat et de la rénovation du sanatorium à Pérobe suite au choix qu'avaient fait les représentants de 3 départements pour déterminer l'endroit où ce sanatorium pouvait être développé, c'est-à-dire une certaine altitude, une certaine configuration. C'est à la suite des deux premiers enfants d'Antoine et de Marie qui sont morts à 5 ans de distance, entre 18 et 20 ans de tuberculose, que leur père, Antoine, avait décidé de consacrer une partie de son temps et de son argent pour la construction d'un sanatorium qui était destiné par conséquent à soigner les enfants tuberculeux. Alors d'abord ça a été le choix de l'emplacement de Pérobe, à 750 mètres d'altitude, exposition parfaite, toutes les qualités ont été inscrites par les représentants des différentes associations. Antoine s'était vraiment occupé dans le cadre de cette association, le représentant de chacun de ces départements, pour choisir cet emplacement. Il a financé l'emplacement de la route pour accéder jusqu'à Pérobe. Il a acheté le terrain. Il a construit à l'emplacement de la source l'avenue d'eau au sanatorium. C'est à la suite, par conséquent, du décès de ses 2 premiers enfants, et à 5 ans d'écart ici entre Léontine et Louis. C'est une épreuve donc, qui les a profondément affaiblis, résulte de lettres adressées à leurs confrères, à leurs clients, etc. Et notamment, nous sommes sous le coup qui nous accable. Nous pleurons, prions, et m'assemblée, dit Louis, est ébranlée. Il donnera le même nom de Léontine à la source de la Fouzette. Il y a une plaque sur cette source Léontine sur laquelle ils ont écrit leur douleur. Source de Léontine, Brun, le 19 août 1898. Cette onde est ton image, ô notre enfant chéri. Comme elle tu passas, douce, fraîche et sans bruit. Ta mort fut un sourire aussi pur que ta vie. Nous ne te pleurons pas, Dieu t'a prise avec lui. Alors c'est toute la souffrance de ce père qui exprime ces différences. Dieu t'a prise avec lui. C'était un souvenir de leur enfant. C'était un souvenir particulièrement vivace parce que ils ont passé des moments très, très durs, très difficiles. Avec tout le travail qu'ils fournissaient, parce qu'ils ont construit presque en même temps le sanatorium de Pérobe.
d'art qui a remplacé une chapelle qui était en très mauvais état et très vétuste. Les écoles, à date de ce moment-là, toujours avec le même architecte, les usines d'art, le château d'art, et voilà, et sous réserve que quelque chose m'échappe à ces gens. Mais enfin, ils étaient très occupés par conséquent par toutes ces nouveautés et par la direction de cela, et tout ça organisé par un seul architecte qui était de Nîmes. Le sanatorium a été créé pour assurer le souvenir de ces deux enfants qui ont péri de tuberculose. Et ça a été un souci majeur pour que s'il y avait des enfants, comme il y aura eu d'autres enfants qui ont mouru comme des mouches de tuberculose à ce moment-là. Par conséquent, c'était pour aider toute cette population jeune à surmonter les épreuves de la vie en confortant cet aérium pour leur plus grand confort et pour la plus grande satisfaction de leurs parents.
En arrivant, mon nom, Bastien Mathias, la première monitrice m'a dit « C'est trop long, on va t'appeler Max, c'est plus court. » Et depuis, on m'appelle Max. Au Vigan, tout le monde me connaît que par le nom Max. Donc, je suis arrivé au COSOR, mois d'août 49. Je ne me souviens plus la date exacte, ça devait tourner aux alentours du 12 ou 13 août, par là. Et je suis venu d'Allemagne, effectivement. C'est mon papa qui nous a récupérés là-bas, puisque lui, il était chef de chantier à l'aérien du COSOR. Et je suis été bien content d'être là comme enfant. J'ai suivi les écoles au COSOR jusqu'à l'âge de 14 ans. Et puis après, je suis reparti, moi, à l'âge de 15 ans. C'est tout. Sur le COSOR, je connais le COSOR comme ma poche, en tant qu'enfant. Après, quand j'ai monté mon entreprise avec mon papa, j'ai travaillé au COSOR pendant une paire d'années. Et après, je suis reparti ailleurs. Tant qu'on était enfant, on s'amusait vraiment bien. On faisait beaucoup de bêtises. Ça, pas de problème. Moi, je descendais souvent avec Monsieur Sabatier au Vigan faire les commissions. Et j'ai appris à conduire à 14 ans la camionnette du COSOR. Je faisais la mécanique avec lui et avec mes amis, mes collègues Jean Oleskovich, qui était aussi enfant au COSOR, et Aimé Passet, qui était aussi au COSOR. Vous pensez très bien qu'à 14 ans, on commence un peu à courir les filles aussi. Et on les a courues aussi dans le COSOR. Et Madame Vincent et d'autres monitrices nous couraient après. Des fois, on était privés de cinéma, de ci, de là, mais on y était quand même. Alors, derrière le réfectoire, il y avait une grande salle. C'était à côté de l'ancienne lingerie. Il y avait une grande salle et les films se faisaient là. On allait chercher avec M. Sabatier les bobines de films. Le cinéma était tous les 15 jours. Et voilà, et nous descendions. Alors, ma chambre, au début, elle était dans les baraques. Et après, quand il y a eu le feu, ça a brûlé, c'était à la maison où il y avait le concierge. Conciergerie. Voilà. Je m'appelle Margaret Bess. Je suis arrivée au COSOR 1949 comme enfant. J'étais apprentie lingère et jusqu'en 52. Après, j'ai quitté le COSOR jusqu'en 60. Je me suis mariée entre-temps et j'ai eu un bébé. Mais j'ai toujours resté en contact puisque j'étais à Pérobe. Mariée donc pas très loin et j'ai toujours été en contact avec le personnel et surtout avec Tante Suzanne. Pour moi, Madame Vincent, c'était Tante Suzanne. D'accord. Voilà. Et en 60, j'ai repris le travail, donc de lingère, cette fois plus un apprenti, et où j'ai été nommée en 61 chef lingère. Donc les enfants et tout le personnel me connaissent par mon nom de Margaret. J'étais Margaret pour tout le monde, même le personnel, puisqu'ils m'ont vu grandir, certains, comme Jackie Barbado maintenant, qui était ma monitrice au commencement, et quand on se revoit, on se rappelle toujours les bons moments qu'on a été ensemble, puisque avec elle, je parlais librement du COSOR ancien. Ah oui, j'ai adoré, c'était ma famille. C'était ma famille, c'était plutôt... J'étais chez moi au COSOR.
Donc quand nous sommes arrivés, il y avait 120 enfants, plus quand les Parisiens descendaient pour les grandes vacances, on était dans les 200. Et quand en 1960, on a reçu les enfants d'Algérie, donc les bennes d'affaires, donc il y a certains hommes qui nous sont restés, puisque c'est des enfants à qui j'étais très attachée. Et on était jusqu'à 250. Et tellement qu'il y avait une inspection, il y avait des enfants qui partaient un peu ailleurs. Pour dire qu'on n'avait pas le droit. Vous savez, c'était vraiment... Tout le monde était amis, on s'occupe de tout le monde de toute façon. Tout le monde avait à manger, à boire. C'était des enfants dans la résistance. C'était des enfants qui étaient pris des enfants de guerre, où les parents étaient. Après, on a eu un deuxième, c'était des enfants qui avaient besoin d'air aérien. Après, on a fait un aérien. Que c'était des enfants des mines d'Alès surtout. Il y avait les mines d'Alès. Il y avait des enfants, beaucoup de Marseille. Il y avait des enfants de Nîmes. Il y avait des enfants qui avaient besoin d'air. Voilà. Alors donc c'était un aérien, mais là aussi c'était plein. Et après c'est de là que ça a été agrandi, qu'on a fait le lazaret, qui est toujours là-bas. Et donc là on avait à ce moment-là 3 infirmières, parce que le lazaret se demandait quand même à des enfants qui avaient besoin de soins aussi. Et après, on n'avait plus assez de place. On a agrandi pour faire les classes. Et vers ici, le grand bâtiment, où sont les garages en dessous pour les véhicules. Et après, il y avait le château encore. Le château, maintenant, il n'est plus là-haut. C'était pour loger le personnel. Parce que le personnel était logé sur place. Dans les 40, 45 mettons. Voilà. Moniteur, monitrice et tout ça. Le personnel était recruté surtout dans la région. Le Vigan, Arigas et Omessas, il y a un peu de partout. Et après, surtout, souvent de Béziers, les jeunes monitrices venaient souvent de Béziers, de vers là-bas. Parce que, donc, elles venaient avec, c'était plus comme maintenant après, ça a fini par être éducatrice. Ce temps-là, c'était des monitrices. Elles faisaient aussi bien de leur travail que maintenant les éducatrices. Mais enfin, c'était autrement. Oui. Après, on est parti d'ici, bien sûr, et voilà. Mais tout le monde le connaît aussi, c'était M. Bess, qu'on appelait M. Bess. M. Bess Paul, il était économe. Ce temps-là, c'était un économe qui s'occupait de l'économat et du personnel. La gestion. Oui. Non. Et les monitrices étaient embauchées par Madame Vincent, et lui c'était les chauffeurs, les cuisiniers, les femmes ménage, tout ça. Et il est parti en 1974 quand Madame Vincent est partie en 71, je crois, 11-12. Et lui est parti en 1974 quand le COSOR a terminé, que c'est devenu repris par Éducation nationale. Donc on a mis comme directeur quelqu'un qui était instituteur, quoi. Parce que je dis toujours, parce que c'est rare, si longtemps que Madame Vincent était dans cette maison. C'est l'âme de la maison, elle. Jamais, aucun accident n'était arrivé. Aucun.
Mais jamais un enfant a été vraiment malade ou des accidents, ou s'il avait des genoux arraflés, des trucs comme ça, parce qu'ils allaient en promenade et ils démolissaient tous les murs pour chercher les lézards. Les lézards. Ils démontaient les murs. Les paysans étaient fous de rage. Hein. Les enfants, et après, mais une fois bon. C'est bien ça. Moi j'ai dit jamais rien. Aucune intoxication. Hein. Et pourtant, c'était pas. Nous, le premier temps, on avait presque des gamelles pour manger. Et après, bon, c'était. Mais jamais rien est arrivé. Jamais rien. Bon, il est arrivé à avoir des poux qu'on nous a apportés, mais c'était normal après. On avait tous quelque chose sur la tête et c'était terminé. Familial, de l'amour, de l'amitié pour les enfants, les grandes personnes savaient le donner, nous on savait le donner, et c'était une grande famille. Parce que quand quelque chose se passait, mettons, tout le monde savait, mais personne ne disait rien. Vous voyez, c'était vraiment... Vous étiez soudés. Ah oui, c'était soudé, oui. Quand on dormait dans les dortoirs, s'il y en avait un qui avait fait une bêtise, il n'allait pas dire à l'autre ou à la monitrice, c'est lui qui l'a fait. Non. On se soutenait, entre même les filles ou quoi. Oui. Parce qu'on était tous des enfants un peu malheureux, dans un sens. Oui. Et on était contents. On avait de quoi manger, Oui. on avait de quoi rire, on avait de quoi s'amuser. Les monitrices, les moniteurs, tout ça, nous sortaient. Quand il faisait beau, on était dehors, dans la montagne, on allait jouer à droite, à gauche. On faisait des petites cabanes, on faisait de ci. Après, quand c'était la saison des pommes, on se régalait d'aller piquer des pommes chez les propriétaires d'Aregas, là, tout ça. Et voilà. Mais la pauvre Madame Benzang, elle voyait arriver souvent les propriétaires en spectacle, en disant, mais ils m'ont piqué des pommes, ils ont piqué de ci et de là. Mais nous, on était contents. On les cachait, nos pommes. Et pour tout le monde, c'était Tante Suzanne. Hein? Ah oui, c'était Tante Suzanne. Tante Suzanne. Et c'était vraiment comme une tante. Ah oui. Hein? C'était la Tante Suzanne. Et quand un enfant avait un gros chagrin, ou quand une lettre arrivait, ou qu'elle prenait l'enfant à part, ah oui. le consolait, et c'était toujours, enfin, un des souvenirs qui me reste souvent, et que j'avais quand j'étais jeune fille, qui m'avait vraiment fait peur, on coiffait les Catherinettes, les monitrices qui avaient 25 ans, pas mariées. Et j'avais toujours peur de ces coiffures de Catherinettes, parce que c'était des coiffures qui étaient faites sur place, donc Jackie Barbado savait très bien faire ça. Et on coiffait la Catherinette, et on faisait une fête ce jour-là. On dansait et tout pour les Catherinettes. Moi, je dis toujours non, j'aimerais pas avoir cette tour Eiffel, parce qu'on faisait tour Eiffel et toutes ces choses de Paris, des monuments de Paris, sur la tête, ou les moulins à vent d'Odé, enfin des choses comme ça. Je dis toujours, au moins c'est pas étonnant, c'était pas mon cas, puisque je me suis mariée à 18 ans, alors donc, pas de problème. Alors Pierre Pelicani, pour les intimes, Pierrot, moniteur au COSOR dans les années 69, 70, 71 et 73. Ma venue au COSOR est due au fait que je suis un ancien footballeur amateur. C'est ma passion, qui a été ma passion pendant presque 50 ans. Et il se trouve que l'éducateur sportif, quand je joue au foot, me dit un jour, Pierrot, si tu veux travailler un peu cet été, je connais un endroit
où on recherche des moniteurs, occasionnels donc, pour remplacer des moniteurs permanents, puisque c'est une colonie qui fonctionne à l'année. Ce monsieur, ce qui s'appelle Jean de Dieu, qui viendra et qui est très nostalgique du coin, m'a donc introduit, si l'on peut dire, à la colonie. La colonie qui était en fait des anciennes écoles. Pour moi, j'ai travaillé dans les anciennes écoles du bâtiment existant, puisqu'il y avait des permanents qui fonctionnaient dans des bâtiments toute l'année, et les écoles ont été transformées. L'été fonctionnait sous forme de colonie. Et moi, j'ai travaillé que dans ce bâtiment de colonie. Occuper les enfants, de les promener aux alentours du Perron, avec des circuits qu'on devait noter sur des tableaux pour que le moniteur-chef, Monsieur de Dieu, pouvait éventuellement venir voir si on s'occupait des enfants ou non. Alors selon la fatigue des moniteurs dont je faisais partie, puisque des fois le soir on se couchait un peu tard, on avait des promenades, des petites promenades ou des longues promenades. Petite promenade, j'entends par là, si je peux le dire, le plus petit c'était le petit bois qui se trouve en face de la colonie, pour lequel les enfants avaient l'habitude d'écrire à leurs parents. Et nous, on était chargés de les aider, on les aidait à faire leurs lettres. L'anecdote que j'en ai, c'est que souvent ils disaient qu'ils mangeaient beaucoup de pommes de terre, mais sauf le dimanche où ils mangeaient des frites. Sinon, à part ça, nous allions dans des autres endroits qui s'appelaient le Gravillon, le Bois de Chêne, qui étaient des promenades à 500 km de l'aérium. Pour ceux qui étaient un peu plus voyants, on allait de temps en temps au village, d'Arigas, où l'épicière vendait aux enfants des bonbons, qui étaient à l'époque à 1 centime pièce. Et les enfants étaient ravis de revenir avec des poches remplies de bonbons. Ceux qui étaient encore plus vaillants allaient au Rocher Saint-Pierre, éventuellement, qui est au-dessus de l'aérium, où on faisait le tour des crêtes, qu'on appelle, qui bordent la colonie. Ça, donc, c'était le but premier que nous avait inculqué Madame Vincent Jacquet, qui était la directrice de l'époque, pour lequel j'ai un souvenir d'elle par le fait qu'il fallait que les enfants grossissent. Donc, une fois par semaine, le mercredi, si mes souvenirs sont bons, Madame Vincent Jacquet venait servir le repas aux enfants. On l'appelait la tantine, la tante. Et ce dont je me souviens, c'était surtout un plat qui était archi parmentier, qui était servi par Madame Vincent Jacquet à la louche. Et les petits-enfants avaient de la difficulté pour avaler les quantités impressionnantes que servait Madame Vincent Jacquet, parce qu'il fallait que les enfants grossissent. Donc ça m'était resté. Les enfants qu'on avait donc à la colonie, qu'on appelait le groupe d'ailleurs, avaient entre 7 et 8 ans. On n'avait pas d'enfants très grands. Les grands enfants étaient plutôt dans l'établissement qui fonctionnait à l'année. Donc c'était des jeunes enfants. On en avait une dizaine par moniteur. Ça fait du monde. Il fallait donc les occuper comme on pouvait. Vous est arrivé de chanter avec eux, de leur faire des travaux manuels quand le temps s'y prêtait pas. Mais c'est surtout des promenades plus ou moins longues selon le temps et selon les jours. Et bon, l'anecdote importante pour moi, ça s'est passé en juillet 1969, où au cours de toute une nuit, on a assisté avec les moniteurs qui étaient présents, les moniteurs et monitrices, au premier pas d'un homme sur la Lune, dont le nom américain est Neil Armstrong.
ladder. And step off the limb now. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Donc Neil Armstrong ce jour-là a mis le pied sur la Lune. Et pour moi, c'est un grand jour, un grand soir, puisque ce soir-là, j'ai mis le pied dans la famille de mon épouse, Nicole Passé. Donc j'ai pris la dernière fille du village d'Arigas où nous venons de temps en temps. Voilà donc le souvenir le plus important pour moi, puisque je suis encore marié avec Nicole Passé. Elle m'a donné de beaux enfants. Elle était monitrice comme moi. Et donc, au cours de la nuit, on s'est rapprochés. La nuit qui est mémorable, puisque c'était quand même un grand pas pour l'humanité. Ouais. Et un très grand pas pour moi. Ça a changé ma vie. Je m'appelle Claudine Velasquez, Dit Tata. dit tante. Et j'étais embauchée par Madame Vincent Jacquet. J'ai commencé avec mon travail le 2 janvier 1973. Donc j'ai travaillé jusqu'au 30 avril 2001 que j'ai pris ma retraite. Premier jour. Disons déçu. Parce que c'est pas ça à quoi je m'attendais. Moi, je croyais avoir des trucs d'infirmière, pas d'une nounou, parce que j'étais plutôt nounou qu'infirmière. Puisque, vu le prénom pour me donner Tata, en principe, les tatas, ce sont les nounous. Bon, j'avais des petites confidences, enfin, j'avais un peu de travail infirmier, mais c'était surtout des consultations que j'avais sur Montpellier, sur Nîmes, et voilà. Et puis après, j'avais mes papiers à faire. Le médecin venait tous les jours, donc il fallait montrer les enfants au médecin. Puis il venait un pédiatre une fois par mois, qui venait de Nîmes. Donc c'est pareil, on présentait les enfants pour voir ce qu'ils avaient. Quand j'ai débuté, en janvier, il y en avait 130. Et je suis partie, il y en avait 40. La maison m'a fermé en 2003, je crois. Si mes souvenirs sont bons, on m'a fermé en 2003. Oui, par contre, un an, il y a M. Metz, qui était l'économe. Oui. Et m'a laissé à Jacquet un an aussi. Parce qu'après, ils sont partis. On s'entendait bien, vu que je ne suis pas bavarde, moi, et que je raconte pas mal de bêtises, donc je m'entendais avec tout le monde. Pourquoi j'ai quand même une affection pour m'appeler Tata, c'est quand même... Parce qu'il n'y a pas que les enfants qui m'appelaient Tata. Hein. Il n'y avait qu'une seule personne qui ne m'appelait pas Tata, c'était M. Pugnard. Parce qu'il n'osait pas, en tant que directeur. Mais dès qu'il avait la possibilité de dire aux enfants d'avoir Tata à l'infirmerie, il a dit c'est Tata. Hein. Mais j'avais les grands chefs qui étaient à Nîmes, ils m'appelaient Tata aussi. Hein. L'année que j'ai fait à 25, c'est vrai qu'ils étaient durs. Et puis après, ça s'est arrangé. C'était plus les mêmes enfants. Et puis l'aérien, moi, je n'ai jamais connu non plus. Hein. On ne peut pas parler d'aérien parce que je n'ai jamais connu. Il y a son nom là, mais je n'ai jamais connu. Moi, j'ai connu que maison à caractère sanitaire social au départ. Et après, c'était maison à caractère sanitaire spécialisé. D'accord. Et moi, j'ai jamais... Avec le Lazaret, il y avait des enfants. Il y avait des enfants. Disons que moi, en tant qu'infirmière, puisque je faisais la nuit et le jour. Enfin, et là, il y avait le veilleur de nuit et qui faisait un rôde, et moi, je couchais au Lazaret. Enfin, j'étais seule. Enfin, il y avait une aide-soignante. À un moment donné, il y avait Mme Pugnard qui faisait des remplacements. Enfin, au départ, on était 2 infirmières. Il y en a une qui est venue, puis elle est partie assez vite. Après, il y en a une autre qui est repartie.
Puis je me suis retrouvée toute seule. C'était tout petit. C'était le plus agréable. C'était le plus mignon. C'était les 4-7 ans. Moi, j'aurais dit plutôt que c'était les parents qui... C'était un caractère, disons, un peu social. Et à l'époque, ils ne partaient pas du tout. Ils restaient tout le temps. Les parents venaient voir les enfants, mais les enfants ne partaient pas chez eux. Qu'à la fin, ils partaient chez eux. Pour les vacances, tous les week-ends. C'était rare, enfin, il y en avait quelques-uns qui restaient, mais très peu. C'était des petites confidences, des petits copains, comme ça, comme vous avez fait certainement avec vos copines. Hein. Elle me considère plutôt comme une copine que... Et puis les petits bobos, parce que tous les soirs j'avais une ribambelle de petits bobos. Qui n'avaient rien du tout, mais bon, c'était plutôt d'affection. Ça a commencé à me peser les derniers temps, 27 ans. 27 ans. Ça, j'étais contente de partir. Il y en avait combien de classes? 4 ou 5. Il n'y avait pas tous les âges. Disons qu'ils étaient un peu comme dans nos écoles ici. Ouais. Ils sont ici, ils faisaient 2 classes. Voilà. D'accord. Non, c'est pas des classes. Ils faisaient classe. De temps en temps, c'était l'infirmière qui allait faire la classe. Vous voyez, je faisais un peu le bouche-à-trou, si vous préférez. Voilà. Non, moi, j'appelle ça le bouche-à-trou. Ah, vous avez eu plusieurs métiers, donc. Voilà. C'est pour ça que peut-être on m'appelait Tata, parce que finalement, je suis un peu partout et nulle part. Voilà, donc je suis le maire d'Arigas depuis mars 2001. Donc le destin a voulu qu'aucun membre de ma famille n'ait jamais travaillé ni au COSOR ni à la MCSS, lorsque la MCSS a pris la succession du COSOR. En revanche, j'ai eu le triste privilège, comme je le disais, d'être élu au mois de mars 2001, c'est-à-dire 6 mois avant la fermeture de la MCSS. Donc j'ai eu un rôle assez important à jouer avec les conseils municipaux qui m'ont suivi depuis cette date, pour essayer de trouver une nouvelle activité à ce bâtiment qui avait une place très importante dans l'histoire et dans le cœur non seulement des habitants d'Arigas, mais aussi de tous les habitants du pays viganais. Donc ça a été un combat très long et très difficile, avec de grands succès, puisque nous avions obtenu en 2006 la labellisation d'un projet touristique et médico-social sur le site de Peyrobe comme pôle d'excellence rurale, labellisé par le Premier ministre de l'époque, avec 1 million d'euros de l'État à la clé. Malheureusement, les querelles politiques locales, je crois que maintenant avec le recul on peut le dire, ont conduit à l'échec de ce projet, la mise en échec, je devrais dire, de ce projet. Et voilà, donc ça a été une petite déception pour l'élu, le jeune élu que j'étais à l'époque. Mais à force de batailler, on a réussi à trouver les occupants actuels de l'aérium, n'est-ce pas ? Donc on dira que malgré tout, tous les combats que nous avons menés à l'époque avec Paul-Jacques Chevalier, avec Alain Journet, l'ancien député maire du Vigan, et quelques autres, n'ont pas été totalement vains, puisque la communauté de communes du pays viganais nous a aidés à trouver des porteurs de projets qui viennent à nouveau s'installer sur ces lieux. Et nous nous en félicitons grandement. Le COSOR, je disais que c'était un lieu qui avait eu un rôle très important dans le cœur des Arigassins et au-delà des habitants du pays viganais. D'abord parce qu'énormément de gens y ont travaillé. Il faut savoir que dans les années 50-60, il y a eu là-haut jusqu'à 300 enfants, en particulier en période d'été, puisque l'été, ça servait de colonie de vacances. Donc énormément d'habitants du pays viganais ont travaillé là-haut. Énormément d'enfants y sont passés.
Et puis il y a une histoire évidemment très forte avec les époux Vincent, Suzanne et Michel Vincent Jacquet, qui avant de venir à Peyrolles ont été dans des réseaux de résistance très importants, qui ont sauvé des enfants juifs. Et c'est à partir de ce combat qu'ils ont mené, avec le père Chaillet, témoignage chrétien, que le COSOR, le Comité des œuvres sociales de la résistance, a été fondé avec donc cette antenne à Rigas. Voilà. Donc évidemment, ces gens-là ont été déclarés justes entre les nations par l'Institut Yad Vashem, c'était en 1984, donc après leur décès. Et le conseil municipal vient de délibérer, lors de sa séance du mois de novembre, pour donner le nom d'un chemin qui rejoint justement Arrigas au hameau de Peyrolles, pour donner le nom de chemin des Justes, en hommage à Suzanne et Michel Vincent. Donc c'est un lieu, je dirais, avec une mémoire de résistance aussi, l'aérium de Peyrolles, avec un mystère aussi sur la transition de la fin de la guerre, puisque nous savons que des religieuses de Nîmes, qui étaient donc dans un couvent à Courbesac, dont le couvent a été bombardé en 1944, se sont réfugiés là-haut les derniers mois de la guerre avec leurs enfants, et une légende, je ne sais pas si c'est une légende, en tout cas une rumeur court le village selon laquelle ces religieuses avaient aussi des enfants juifs avec elles. Et peut-être que c'est là d'ailleurs l'origine de la venue à Peyrolles de Madame Vincent. Mais ça, nous n'en avons pas la preuve. Je lance un appel d'ailleurs à tous les anciens du COSOR qui auraient pu entendre parler de cette histoire et qui pourraient avoir des témoignages. C'est très important. Alors il faut savoir que les premiers enfants qui ont été donc au COSOR, dans les fin des années 40 et début des années 50, c'était soit des enfants qui avaient perdu leurs parents dans les rangs de la résistance, soit des enfants juifs qui revenaient des camps. Et je me souviens, moi, d'avoir entendu l'ancien instituteur d'Arigas à la fin de la guerre, M. Ferrière, d'Omessas, me raconter qu'il avait vu là des enfants qui étaient dans un état de traumatisme tel qu'on peut l'imaginer pour des enfants qui revenaient des camps de la mort. Donc c'est un lieu qui a une histoire très prestigieuse, l'aérium de Peyrolles. Peu de gens le savent, mais peu de gens connaissent aussi l'histoire des Vincent Jacquet, qui est une histoire assez extraordinaire. Et je crois que c'est par-delà tous les gens qui ont travaillé là-haut. Il faut savoir qu'Arigas était un village d'ouvriers et de paysans, avec des revenus très modestes. La présence du COSOR puis de la MCSS a permis à tout un tas d'habitants de la vallée d'accéder, dans le contexte des 30 Glorieuses, à une certaine aisance et à une autre vie que celle qu'ils auraient eue certainement s'ils n'étaient restés que sur la terre ou dans les usines. Et ça, je crois que on doit beaucoup à Madame Vincent à ce niveau-là. Voilà. Ça a été une chance pour Arrigas d'avoir le COSOR à l'aérium de Peyrolles. Aujourd'hui, en ce même lieu se construit le projet de l'aérium. Le projet de l'aérium est de réunir au sein d'une nature préservée des personnes venant de tout horizon, dans le but d'y co-construire un cadre de vie faisant la part belle aux activités concourant au développement de la personne. Les intentions partagées sont notamment l'écologie humaine et environnementale, la coopération et la communication bienveillante. Être et rester en lien avec soi-même, avec les autres, au cœur de la nature et l'ambitieux projet de l'aérium. Nous y pratiquons déjà régulièrement chant, danse, CNV, sophrologie, yoga et sommes ouverts pour accueillir d'autres activités qui feront de l'aérium un lieu de rencontre, d'échange, pour un quotidien riche et vibrant. Notre projet s'adresse aussi bien à des personnes en recherche d'un lieu de vie permanent qu'à celles en quête d'un lieu provisoire, de ressourcement ou d'inspiration. Dans les deux cas, elles auront l'occasion de partager des tranches de vie avec les habitants du lieu, toutes générations confondues, de 2 ans à 65 ans. Au cœur de l'aérium règne la connaissance de soi. Tous les choix faits à l'aérium ont pour visée la réalisation du potentiel de chacun. Les moyens mis en œuvre sont nombreux et reflètent la diversité des profils présents sur le lieu. Bien d'autres projets verront le jour à l'aérium. Des stages se préparent, des lieux de vie se rénovent,
une bulle vient de faire son apparition. Un lieu de vie et de travail cher à notre cœur. C'est seulement une petite vidange qui a salopé un chemin. On trouve ça un peu étrange, mais personne ne dit rien. Et parti comme c'est parti, Tu pourrais après-demain découvrir toute ta hurie. l'érica dans ton jardin. C'est seulement une poésie d'action, comme une fleur sur un canon. Une fleur sait vivre en silence, Insensible à notre violence. C'est seulement ton voisin, plein de rancœurs et de bière, fier d'avoir dressé son chien à grands coups de barre de fer. toi aussi tu as pleuré. Quand on égorgeait la chèvre, Ce que je viens te chanter, tu l'as presque sur les lèvres. C'est seulement une poésie d'action, comme une fleur sur un canon. Une fleur sait vivre en silence, insensible à notre violence. C'est seulement un léporide, fruit du mépris d'un chercheur, pour tester un antiride, pour nous vendre du bonheur. incision dans les gencives, Pour réaction relative, des parfums qui sentent la haine. non merci, c'est pas la peine.